Bon après-midi à tous. Donc Sylvain Martin. Je suis donc chef d'équipe Reach SLP à la DG Environnement. Et en effet, Cécile, nos deux présentations ont certains points communs, mais comme on est un peu en dehors des délais, je vais peut-être pouvoir aller assez vite sur certains transparents qui sont identiques au tien ou similaires. Donc oui, c'est parfait timing, je pense, pour ce type de discussion. Car, comme expliqué par Cécile, nous sommes en pleine révision de ces deux règlements. Et plus particulièrement, bon, on a déjà écrit la partie CLP, mais la partie REACH reste à développer. Et donc, c'est très important d'avoir ce type de discussion parce que, notamment dans l'étude d'impact que nous avons présentée au Regulatory Scrutiny Board, on a encore quelques points à clarifier, et notamment la partie demande d'information, où on essaie de minimiser la demande d'essais sur animaux. Et donc, il nous reste un travail à faire sur cette partie-là, avant notamment de passer à l'étape du drafting. Donc, pour réviser le règlement REACH, on a fait une révision, une review de REACH, et on a notamment estimé que on avait encore un manque d'informations assez clair sur les propriétés intrinsèques, notamment des dangers, des substances chimiques. On a fait de gros progrès depuis l'entrée en vigueur de REACH, mais il nous reste encore pas mal de connaissances à obtenir afin de pouvoir caractériser de manière significative les dangers potentiels des substances chimiques. Donc, ce que l'on a prévu, notamment dans le cadre de la révision de REACH, c'est de demander des informations additionnelles sur les propriétés intrinsèques des substances chimiques. Ça a déjà été abordé par Cécile dans sa présentation. Donc, parmi les objectifs principaux, le premier était de pouvoir avoir des informations qui permettent aux industries, lors de l'enregistrement de leurs substances, d'élaborer une évaluation des risques. Aujourd'hui, ce n'est demandé qu'à partir de 10 tonnes. Il est prévu que dans la révision de REACH, on le demande à partir d'1 tonne. Et donc pour cela, il faut donc demander plus d'informations au plus faible tonnage, ce qui permettra notamment de dériver les DINEL pour la partie environnementale et les DINEL pour la partie santé humaine et les PINEC pour la partie environnementale. Ensuite, comme indiqué dans la stratégie, il est prévu d'introduire dès l'annexe 7 des informations concernant les propriétés les plus critiques, notamment donc celles qui sont listées ici, carcinogénicité, mutagénicité, etc. Alors c'est quelque chose de très difficile, notamment pour pour les non génotoxiques carcinogènes, où on n'a pas encore les méthodes alternatives permettant d'avoir des informations sur ce type d'effet. Et on ne peut pas se permettre de demander à 1 tonne un essai de carcinogénicité in vivo. Donc on ne va pas forcément pouvoir remplir tous les objectifs fixés par la stratégie dans un premier temps, mais comme les modifications des annexes de REACH peuvent être faites par comitologie, donc sans passer par une codécision qui est une procédure assez longue, on peut tous les 2-3 ans, si on le souhaite, modifier les annexes relatifs aux demandes d'essai, de façon à suivre l'évolution des développements des études, des méthodes alternatives. Un point important que l'on a introduit ou que l'on veut introduire dans REACH, c'est d'avoir plus d'informations sur les propriétés toxicocinétiques. Et ça, c'est notamment très important pour tout ce que l'on souhaite faire avec le grouping des substances. Donc, de plus en plus, on s'oriente vers une approche par groupe de substances, que ce soit pour la classification, mais également pour des approches restrictives, comme la restriction, par exemple. Mais j'y reviendrai ultérieurement. Donc, suite à ces objectifs fixés par la stratégie, nous avons, en collaboration avec le Centre de recherche européen, le JRC, fait une étude permettant de questionner les
experts, les personnes concernées par toutes les méthodes alternatives, pour identifier quelles sont les méthodes pour lesquelles, enfin les endpoints, les dangers pour lesquels on a des méthodes alternatives déjà disponibles et celles qui méritent des recherches scientifiques additionnelles. Donc vous voyez un peu ici le résultat de cette étude. Bon, on a eu 78 réponses. Je ne sais pas si c'est significatif ou non, mais bon, ça nous donne une bonne idée de ce qui est disponible et de ce qui ne l'est pas encore. Aujourd'hui, donc, dans Reach, on a déjà quelques succès pour certaines classes de danger, donc, notamment pour tout ce qui est skin et tout ce qui est irritation de la peau et des yeux, et aussi pour tout ce qui est sensibilisant cutané et pour la mutagénicité. Par contre, il nous reste beaucoup de travail à faire pour toutes les classes de danger liées à des toxicités systémiques. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas tout prédire avec les NAM, donc les méthodes alternatives. Ce slide permet d'identifier ce qui serait possible de faire, ce qui ne serait pas possible de faire si on n'utilisait aujourd'hui que des NAM. On ne pourrait pas faire une évaluation des risques pour tous les tonnages si on n'a pas cette étude in vivo de 28 jours. Et on ne peut pas évaluer certains dangers critiques, comme la carcinogénicité, si ce n'est que pour les génotoxiques carcinogènes. Pour la toxicité pour la production, c'est très compliqué. Pour les perturbateurs endocriniens, on a quelques éléments. Pour la neurotoxicité, comme indiqué, je pense, par Nathalie, il y a des progrès qui sont faits au niveau de l'OCDE. Donc, on peut peut-être, dans les années à venir, commencer à évaluer la neurotoxicité sur la base de NAM. Pour la sensibilisation respiratoire, c'est encore très peu développé, etc. Donc, on est loin de pouvoir compter uniquement sur les NAM pour pouvoir conclure de façon définitive sur ces classes de danger critiques. Dans ce slide, j'ai indiqué ce que l'on prévoit d'ajouter à l'annexe 7 du règlement REACH, donc pour les plus faibles tonnages. Donc, comme je vous l'indiquais auparavant, on estime que les informations relatives à la toxicocinétique sont des informations fondamentales, notamment pour le read across, mais également pour le grouping, ce qui permettra de renforcer ce read across et ce grouping, en espérant donc que les industriels, donc dans le cadre de l'enregistrement, puissent avoir des read across robustes. C'est aujourd'hui un des points faibles lorsque le cas fait une évaluation des dossiers d'enregistrement. Souvent, le read across est très pauvrement justifié. Donc, il y a beaucoup de rejets de la part de l'ECA des read across proposés par l'industrie. Donc, on espère que ces informations sur la toxicocinétique permettront de rendre ces read across plus robustes. On prévoit de demander des informations via les méthodes alternatives pour tout ce qui est perturbateur endocrinien, à la fois pour la santé humaine mais également pour l'environnement. Pour la bioaccumulation dans les espèces aquatiques, on propose d'introduire deux méthodes d'essai, la 319A et la 319B de l'OCDE, et également une méthode alternative pour la toxicité aiguë chez le poisson. Alors, toutes ces méthodes alternatives sont pour certaines un peu nouvelles. Je parle notamment de la bioaccumulation chez le poisson, par exemple, peut-être de la toxicité aiguë chez le poisson. Elles sont nouvelles dans le sens où on n'a pas encore une grande utilisation au niveau réglementaire de ces méthodes. Et donc, il est difficile aujourd'hui de savoir si ces méthodes peuvent être utilisées comme dépistage, et que sur la base de ces méthodes alternatives, on pourrait confirmer le danger ou l'absence de danger par des tests in vivo, ou si elles sont suffisantes et suffisamment robustes pour permettre de conclure quant à la bioaccumulation de telle ou telle substance ou la toxicité aiguë de telle ou telle substance. Donc ceci fera l'objet de discussions dans le cadre de la mise en place de guides au niveau de l'ECA sur la façon d'utiliser ces méthodes alternatives, que ce soit pour l'évaluation des risques, mais également pour la classification. Comme expliqué par Cécile, le règlement REACH s'appuie beaucoup sur le règlement CLP.
Et le règlement CLP, également comme indiqué par Cécile, a fait l'objet d'une révision pour notamment permettre d'intégrer l'approche One Substance, One Assessment. C'est la raison pour laquelle on a transféré certaines des classes de danger qui sont actuellement évaluées dans le cadre des pesticides ou de REACH, comme par exemple les perturbateurs endocriniens ou les PBT, de transférer tout cela dans CLP, de façon à avoir un seul outil permettant d'avoir une seule conclusion quant à la classe de danger des substances chimiques pour lesquelles elles correspondent aux critères. Ce qui est très important de prendre en compte ici, c'est que dans le cadre de REACH, on veut étendre l'approche de gestion de Generic Risk Management, ce qui permet d'aller très vite dans la restriction. Quand on a une substance qui remplit des critères comme CMR ou perturbateur endocrinien ou PBT, donc pour les classes de danger critiques, et pour lesquelles on a une exposition évidente, comme les cosmétiques, ou qui pourraient affecter des populations vulnérables, comme les jouets, on peut prendre une décision rapide à la présence d'un risque sur la base à la fois de la classification et de l'exposition évidente. Donc il est fondamental pour nous que les méthodes alternatives puissent être suffisamment robustes pour arriver à une classification des substances. Donc ce n'est pas uniquement pour faire une évaluation des risques, pour calculer le DINEL ou la PINEC, mais également pour classer les substances. Et c'est là où j'arrive au problème que l'on peut identifier dans l'utilisation des NAM, à la fois dans REACH et CLP. Comme indiqué par Cécile et Nathalie, toutes ne sont pas validées. Toutes les méthodes, toutes les NAM ne sont pas validées. Donc il faut trouver un moyen pour permettre d'utiliser ces NAM de façon plus fréquente, soit en accélérant les procédures de validation au niveau CDE, soit d'avoir une approche un peu plus rapide mais limitée au niveau européen. Comme indiqué précédemment, on n'a pas les NAM pour toute la toxicité systémique. Donc il est difficile aujourd'hui de remplacer une méthode in vivo par une méthode alternative. Et personnellement, des plus gros problèmes que je vois, c'est que aujourd'hui les NAM permettent peut-être une classification, mais principalement une classification catégorie 2. Et la gestion des risques, l'approche de gestion des risques de façon générique couvre uniquement les catégories 1. Donc ici, il faut faire très attention de ne pas se limiter aux NAM, car il pourrait engendrer une classification uniquement catégorie 2, et donc ne nous permettrait pas d'agir en utilisant cette approche générique des risques, de gestion des risques dans le cadre de REACH ou des cosmétiques ou des jouets, etc. Donc vraiment une grosse préoccupation personnelle sur la possibilité d'utiliser des NAM pour conclure à une catégorie 1 pour les classes de danger les plus problématiques. Ensuite, un des points qui me préoccupe assez fortement, c'est les différents points de vue que l'on a entre les autorités compétentes et l'industrie. Il est clair que l'industrie est très favorable aux NAM, et le CFIC a fait plusieurs publications sur ce point, et il pousse très fortement pour l'utilisation des NAM, ce qui est très bien, on est tous d'accord sur ça, mais donc de façon générique, tout le monde est à peu près en accord. Mais quand l'on passe d'une discussion générique à une discussion spécifique, on va parler, je ne sais pas, des bisphénols, des phtalates, des siloxènes, etc. Dès que l'on touche une substance spécifique ou un groupe de substances spécifiques, tout d'un coup, on perd le soutien de l'industrie, qui ne souhaite pas donc que l'on gère leurs substances par groupe, et donc souhaite faire des essais pour confirmer la présence ou l'absence de danger pour certaines substances qui pourraient faire l'objet d'un grouping. Donc là, on a vraiment personnellement une préoccupation majeure, c'est de réconcilier les points de vue de l'industrie et des autorités compétentes quant à l'utilisation des NAM ou quant à l'utilisation du grouping. Personnellement, et je pense que c'est le point de vue de beaucoup de gens, c'est que comme on n'a pas des NAM pour toutes les différentes endpoints, une des solutions qui semble préférable à court et à moyen terme, c'est cette approche de grouping.
donc de permettre d'utiliser des informations in vivo obtenues sur certaines substances et d'étendre cette information à d'autres substances similaires en s'appuyant notamment sur des résultats obtenus pour ces substances sur des méthodes alternatives. Donc d'avoir une approche robuste par les NAM tout en utilisant des données disponibles in vivo. Il faut que l'on ait vraiment, donc il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, beaucoup de projets, on a PARC, on en a d'autres, donc il faut continuer à favoriser la recherche pour permettre à terme de n'utiliser que des méthodes alternatives, mais bon, ce n'est pas encore le cas. Et il faut vraiment s'assurer qu'il y ait vraiment une confiance entre les différents acteurs et de créer de la confiance. Et donc c'est lié au point que je faisais référence auparavant entre les autorités compétentes et l'industrie pour certains cas spécifiques. Donc on révise REACH, mais comme je l'ai également indiqué, REACH, notamment les annexes, peuvent être révisées de façon périodique. Donc, ce que l'on voudrait mettre en place, donc on commence à y travailler, c'est de développer une roadmap permettant d'obtenir d'ici 2050 ou quelque chose comme ça, un accord pour n'utiliser que des méthodes alternatives pour l'ensemble des endpoints. Donc, c'est une longue route. Cette roadmap est en lien avec certaines résolutions du Parlement européen, des initiatives européennes, etc. Donc on s'oriente sur cette roadmap, on en est au début des discussions, mais on espère pouvoir présenter quelque chose dans les mois qui viennent, mais dans les prochaines années tout au moins. Et pour obtenir cette roadmap, mais également aujourd'hui pour permettre une utilisation plus importante des NAM, donc il faut continuer la recherche, il faut utiliser l'expérience déjà obtenue dans le cadre réglementaire actuel, notamment par l'utilisation des données in vivo disponibles. Il ne faut pas oublier donc d'assurer un niveau de protection identique, même par le biais d'utilisation des NAM, créer une confiance ensemble et donc en finale espérer de pouvoir avoir une roadmap commune. Au niveau du timing, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Cécile, donc c'est en effet prévu pour REACH au plus tard de faire une proposition pour le dernier quadrimestre de 2023, mais comme indiqué au Parlement, si nous sommes prêts avant cela, donc par exemple une des dates cible serait juin 2023, on pourrait soumettre ça dès que le projet, notre texte réglementaire est finalisé, ce qui permettrait au Parlement actuel de commencer les travaux sur la révision de REACH. Pour l'acte délégué pour les nouvelles classes de danger, donc je confirme ce qu'a dit Cécile, il est prévu de le publier donc fin d'année 2022, tout comme la proposition de révision par codécision du texte CLP. La mise en place de cet acte délégué va nécessiter la création d'un nouveau guide, ou tout au moins de mettre à jour le guide de classification et étiquetage actuel, du fait de l'introduction de nouvelles classes de danger. Et donc, on va probablement mandater les groupes existants d'experts sur les perturbateurs endocriniens et sur les PBT de l'ECA pour commencer les travaux. Donc, notamment pour discuter comment utiliser ces méthodes alternatives pour classer pour les perturbateurs endocriniens, mais également, comme je vous l'ai indiqué auparavant, notamment pour la bioaccumulation, comment utiliser ces méthodes alternatives pour conclure une substance est bioaccumulable. Je pense que c'est le dernier slide, donc je m'arrête là. J'espère peut-être avoir gagné un peu de temps par rapport au temps prévu. Merci. Donc, merci Sylvain. Donc, on va passer immédiatement à la présentation de Monsieur Mounir Befid, donc de l'ECA, qui va nous présenter l'approche, les perspectives pour les essais alternatifs à visée réglementaire et la vision de l'ECA, ou en tout cas la sienne sur le sujet.